Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. Le divorce entre la direction et les syndicats d'ArcelorMittal qui claquent la porte au moment d'aborder la mise en œuvre de l'accord conclu avec le gouvernement pour Florange. Un nouveau plan contre les déserts médicaux où les généralistes font défaut. 12 engagements concrets de Marisol Touraine, mais sans mesure de contrainte. Le bisphénol A interdit dans les contenants alimentaires après le vote du Sénat, mais les industriels ont jusqu'à 2015 pour trouver un remplaçant à ce composant chimique. Et puis deux invités dans le 19h. François Marc, le rapporteur général du budget, en quête d'une majorité impossible au Sénat en raison de l'opposition communiste. En quête également d'économie, pas simple, alors que l'Europe, justement, réclame à la France plus de 800 millions d'euros supplémentaires pour le budget communautaire, et cela donc en plein sommet de Bruxelles. Et puis Michel Boyon, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au moment où les relations tournent au vinaigre entre le gouvernement et France Télévisions. Explication orageuse chez ArcelorMittal. La direction et les syndicats se sont retrouvés pour la première fois depuis l'accord conclu avec le gouvernement sur l'avenir de Florange, sans les hauts fourneaux. Un bon accord, selon le PDG, Lakshmi Mittal, qui exprimait également dans le Figaro ce matin sa volonté de négocier avec les syndicats les dispositions d'un plan ne prévoyant aucun licenciement. Il promettait de trouver des solutions pour les 629 salariés concernés. Mais aujourd'hui, on l'a vu très vite, la CGT et FO ont claqué la porte, se disant trahis et désabusés. Un appel à la mobilisation d'ailleurs a été lancé sur tous les sites français du sidérurgiste Paul Bouffard. La réunion tourne court. La CGT et FO refusent l'accord conclu entre le géant de l'acier et le gouvernement. Les syndicalistes ne seront restés qu'une heure avec les représentants de Lakshmi Mittal. Pour Philippe Verbeek, délégué CGT de Florange, la direction continue de mener une politique de casse industrielle. L'acier est un besoin en France et en Europe, et donc nous avons besoin de conforter notre outil industriel. Et y compris sur le domaine social, nous avons une direction qui annonce un gel des augmentations générales de salaire en 2013, alors qu'ils viennent gracieusement pour l'année 2012 de livrer 1,2 milliard de dollars de dividendes aux actionnaires. Est-ce que ça, c'est cohérent? Est-ce qu'on peut comprendre des choses comme ça? C'est marcher complètement sur la tête. Derrière lui, la représentante de l'usine ArcelorMittal de Bassindre. Sylvie Victoire Mendoza dit ne pas avoir vu concrètement les conditions de l'accord. Pas un papier sur la table. On n'a pas l'accord. Personne n'a l'accord, de toutes les instances qui sont représentées aussi. On vous a donné aucun document aujourd'hui? Non. Les documents, on les aura transférés ce soir par mail. Ce matin, Lakshmi Mittal et ses salariés avaient déjà croisé le fer. Les syndicalistes de la CFDT publient ce document. On peut lire que le site mosellan est l'un des plus rentables de France. La direction crie au faux. Et immédiatement, contre-feu du patron dans les colonnes du Figaro. Il indique que le compromis avec le gouvernement est juste. Il annonce une programmation de 180 millions d'euros d'investissement pour le site de Florange d'ici à 5 ans. D'autres dossiers sociaux inquiétants pour l'emploi, la mobilisation aujourd'hui des salariés d'Alcatel mobilisés partout en France pour protester contre un plan de restructuration. 1353 postes en moins sur un effectif total de 9000. Vélizy en région parisienne étant le plus touché. Et puis régime minceur pour Danone, un plan d'économie de 200 millions d'euros sur 2 ans est annoncé pour faire face à la baisse des ventes de ce géant de l'alimentaire. Là encore, des craintes pour l'emploi, notamment dans les effectifs de cadres. La France interdit le bisphénol A dès l'an prochain dans les contenants alimentaires destinés aux bébés en 2015 pour les autres. Le vote du Sénat permet à la France d'être à la pointe dans l'élimination d'un composant chimique très répandu et dangereux, toxique et cancérigène. Mais le délai laissé aux industriels fait toujours débat. Flora Sauvage. Il est présent partout, dans les boîtes de conserve, les emballages alimentaires ou encore les canettes de soda. Le bisphénol A va être interdit dans les contenants alimentaires dès 2013 pour les produits à destination des bébés et début 2015 pour les produits destinés aux adultes. De nombreuses études ont démontré le caractère cancérigène de ce perturbateur endocrinien. Les élus écologistes au Sénat se félicitent de cette avancée. C'est une première mondiale et nous espérons bien que, d'une part, cette position française va influencer dans le bon sens l'Union européenne et qu'on pourra rapidement avoir des dispositions de ce type au plan européen et puis qu'on pourra montrer l'exemple.
L'interdiction générale du bisphénol A dans les composants alimentaires a été fixée au 1er janvier 2015 après des débats animés. Certains sénateurs auraient aimé repousser la date d'interdiction au 1er juillet 2015. Il y a des recherches qui sont à faire, notamment pour les petites entreprises de conserve de notre pays, qui auront pour certaines beaucoup de mal à adapter le contenant, enfin la protection intérieure de la boîte au produit qui est à l'intérieur. Côté industriel, on dénonce la précipitation des pouvoirs publics, car il faut du temps pour tester les nouvelles résines sans bisphénol A. On doit tester ces résines avec les différents produits qui sont mis à l'intérieur. Ça demande des temps qui sont incompressibles. Le danger de ne pas effectuer ces tests, c'est d'avoir un problème et de ruiner l'image de marque et de notre industrie et de l'agroalimentaire française avec un problème qu'on va détecter dans 2 ou 3 ans. À travers cette loi, c'est le principe de précaution qui a prévalu. Pour la première fois, la France fait figure de pionnière en Europe et dans le monde. Question du nouvelobs.com aujourd'hui, le partenaire du 19h. Est-ce que vous vous sentez suffisamment informé sur les méfaits du bisphénol A? Et vous avez répondu non à hauteur de 80% donc. Un plan en 12 points contre les déserts médicaux. La ministre de la Santé met ses pas dans ceux de ses prédécesseurs pour inciter les jeunes médecins à embrasser la carrière de généraliste. Ils ne sont qu'une minorité à choisir cette voie après leurs études. Le cursus universitaire comprendra donc un stage, si possible, dans un territoire défavorisé. Marisol Touraine s'est rendue dans un petit village de la Vienne, Scorbé-Clairvaux, pour détailler donc ces mesures incitatives comme un revenu garanti de 4 600 € par mois pour les jeunes médecins qui accepteront de s'installer là, donc où on leur dira. Les zones rurales, on le sait, ne sont pas les seules victimes du manque de médecins. Certaines villes également. C'est le cas d'Arcueil, juste à côté de la sortie de Paris. Reportage de Fabrice Cunet. Philippe Marian est installé à Arcueil depuis 25 ans. Ici, en proche banlieue parisienne, ils ne sont plus que 10 médecins généralistes. 10 pour près de 20 000 habitants. Si on ne parle pas encore de désert médical, le constat est préoccupant. Quand même, globalement, on se débrouille. Je pense que ça va sans doute s'aggraver dans les années à venir. Certains d'entre nous vont commencer à prendre leur retraite. Donc je pense que le nombre de médecins va encore diminuer. Il n'y a a priori pas de raison de penser que des confrères vont s'installer. C'est pas arrivé depuis pas mal de temps, donc je vois pas pourquoi maintenant ils s'installeraient. Pour Philippe Marian, la médecine libérale serait victime de son image. Trop contraignante, avec des rythmes de travail effrénés et un sentiment d'isolement parfois. Une des solutions, selon lui, le regroupement. Et je pense qu'on pourrait regrouper des petites maisons médicales avec, je sais pas, 3-4 généralistes, une infirmière, un kiné. Bon, il y a des formules à inventer quand même, mais pas forcément quelque chose de très lourd. Hein. Un tel projet de maison médicale est à l'étude à Arcueil. Encore faut-il que ces médecins acceptent d'appliquer des honoraires adaptés à ce bassin de population aux revenus modestes. Cette question est une question très importante. Je crois aussi que les dépassements d'honoraires exorbitants posent des difficultés pour un certain nombre de populations. Et du coup, peut-être que les médecins qui souhaitent s'installer en secteur 2 vont évidemment choisir les territoires où la question du coût du soin est beaucoup moins posée. Face à la pénurie de médecins, Arcueil s'appuie sur son centre municipal de santé. Coût de cette structure pluridisciplinaire, 300 000 € pour la ville, mais 10 000 patients suivis chaque année. Pour une ville de 20 000 habitants, il y a 10 généralistes, autant de spécialistes. C'est vraiment une offre médicale très importante qui garantit l'accès aux soins et à des soins de qualité, un parcours de santé pour les Arcueillais. Problème, de tels centres de santé ne pourront pas toujours compenser la diminution du nombre de médecins. Pour beaucoup de maires, il faudrait élever le nombre d'étudiants acceptés chaque année en médecine. Une solution à nouveau rejetée aujourd'hui par la ministre. Alors que le PS revendique ce soir quelques 60 000 signatures en bas de sa pétition pour le mariage et l'adoption pour tous, le défenseur des droits Dominique Baudis s'invite dans le débat. Il pointe de nombreuses incertitudes juridiques préjudiciables selon lui à tous les enfants. Sa réserve porte sur la mise en avant de revendications exprimées par les adultes alors que la question des enfants n'est traitée que par voie de conséquence selon Dominique Baudis. La ministre du Logement prévient que le dispositif d'hébergement d'urgence est en saturation totale sur une grande partie de la France et notamment en Ile-de-France. Cécile Duflot était interrogée aujourd'hui au Sénat lors de la question des
la séance des questions cribles. La ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, va recevoir lundi le PDG de France Télévisions. Une rencontre sous haute tension après les critiques de la première sur l'absence de plan stratégique de la télévision publique. Les critiques également qui ont porté sur certains choix de programmes, des suppressions d'émissions dans le cadre d'un budget très resserré. Michel Boyon, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, est l'invité du 19h. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Quel a été, selon vous, l'événement majeur hier dans l'actualité du paysage audiovisuel français? La réponse est évidente, c'est le lancement de 6 nouvelles chaînes de télévision, 6 nouvelles chaînes sur la TNT, la télévision numérique terrestre, et des chaînes à haute définition. Vous passez au second plan, la montée des tensions entre la ministre de la Culture et le président de France Télévisions. Oui, parce qu'il faut relativiser les éléments du moment et s'inscrire toujours dans l'avenir. Est-ce que vous avez quand même été surpris par la teneur des reproches adressés par la ministre de la Critique et de la Culture, on a envie de dire? Il faut quand même aussi voir quelles sont les responsabilités des uns et des autres. L'État est le propriétaire, si je puis dire, au nom de la nation de France Télévisions. C'est lui qui fixe les missions de France Télévisions, qui fixe le cahier des charges. C'est le gouvernement et le Parlement qui déterminent l'essentiel des ressources de France Télévisions, notamment avec la redevance et avec la subvention budgétaire. Donc, et puis ensuite, c'est à la direction de France Télévisions de tirer les conséquences des missions qui lui sont imparties et de fixer sa ligne de programme, ses lignes éditoriales, etc. Et vous, à quoi servez-vous? Dans ce domaine, nous veillons à deux choses. Premièrement, nous sommes associés à la préparation du cahier des charges, et donc il y a beaucoup de choses que nous avons dites et qui ont été reprises dans le décret dont je parlais tout à l'heure. Et deuxièmement, nous nous assurons du respect par France Télévisions des obligations qui pèsent sur elle. Alors, justement, est-ce que vous partagez les critiques de la ministre, portées notamment sur l'absence de plan stratégique? Mais je crois qu'à chacun sa responsabilité. Si le gouvernement estime que les circonstances ont changé, c'est-à-dire que tout ce qui a été défini comme mission pour France Télévisions en 2009 et en 2010 doit être modifié parce qu'il y a des éléments nouveaux, parce qu'il y a l'apparition de 6 nouvelles chaînes sur la TNT, etc. Il est normal qu'il y réfléchisse et il est normal qu'il prenne des initiatives en ce sens. Et puis ensuite, c'est la direction de l'entreprise qui traduit ça dans les programmes qui sont vus par vous n'avez pas envie, peut-être pas la possibilité de jouer le casque bleu dans ce dossier-là? On n'en est pas là. Le casque bleu, c'est quand il intervient normalement dans des situations de crise extrême. Vous n'avez pas entendu quand même un désaveu public de Rémy Flimelin dans la bouche de la ministre? Non, mais relativisons un peu les choses. France Télévisions, c'est une entreprise lourde, c'est 11 000 salariés, elle est au service du public, elle est au service des téléspectateurs. Laissons-lui faire son travail dans la sérénité. Il faut lui laisser faire son travail dans la sérénité. Et je pense que la sérénité, vous nous apprenez que Mme Filippetti et M. Flimelin vont se voir lundi, je suis convaincu que la sérénité sera de retour lundi ou plus tard. Parce que certains ont perçu quand même, dans les propos de la ministre, une volonté de déstabilisation. Avouez-le quand même, Michel Boyon, c'est assez coutumier comme pratique, d'ailleurs après chaque alternance. Et certains se sont souvenus d'ailleurs de la façon dont Philippe Guillaume, en 1990, avait dû abandonner son poste à la tête de France Télévisions. Mais ça, nous le savons très bien, nous en souvenons tous, nous savons quelles ont été les conséquences tragiques de cette situation, mais on n'en est pas là. Est-ce que vous pensez que Rémy Flimelin pourra néanmoins rester jusqu'à l'échéance de son mandat ou même jusqu'à la nouvelle loi qui doit être adoptée début 2014? Mais les choses sont claires. Les choses sont claires. On est dans un état de droit. Il a été nommé pour 5 années. Son mandat est de 5 ans. Son mandat s'achèvera dans 5 ans. Très bien. Bon, vous lui souhaitez bonne chance pour qu'il tienne d'ici là? Pour qu'il tienne et surtout qu'il continue de rendre service aux téléspectateurs. C'est pour le téléspectateur qu'il doit œuvrer. Est-ce qu'on ne le met pas dans la seringue, le PDG de France Télévisions, parce qu'on lui demande d'être ambitieux, bien sûr, avec les programmes de service public, et en même temps, on lui impose, on peut le comprendre, dans le contexte actuel, 130 millions d'euros d'économies. Il faut bien qu'il les trouve quelque part. Alors c'est terrible d'être président de France Télévisions, et je dirais un peu la même chose pour Radio France, mais avec des nuances. C'est qu'on lui demande tout à la fois de faire des programmes de grande qualité, de faire de l'audience, de faire du culturel, et le culturel, malheureusement, ne suscite pas toujours l'audience, et de le faire avec une équation budgétaire qui est évidemment beaucoup plus difficile que par le passé. Donc c'est compliqué, laissons-le mettre tous les ingrédients dans un shaker, d'agiter tout cela et de nous fournir des bons programmes que les Français apprécieront. Est-ce que France Télévisions échappera à un plan social, selon vous ?
Ça, j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire. Il y a des missions qui lui sont données. Ce qu'a dit le Conseil constitutionnel en 2009, c'est qu'il veillera à ce que les ressources financières de France Télévisions soient en adéquation avec les missions du groupe. Pour le reste, c'est vraiment pas à moi de dire il y a trop ou il n'y a pas assez. Est-ce qu'il a raison, le président de France Télévisions, d'engager une sorte de bras de fer avec les producteurs en leur disant qu'ils peuvent peut-être rogner leur marge, qui paraît-il, dans certains cas, dans certaines émissions, peut-être pas les documentaires ou les fictions, sont assez élevés? Il y a eu des abus dans le monde de la production, on le sait très bien. Il y a eu des abus, ils ont été révélés, dénoncés par toute une série d'études et notamment par la Cour des comptes. Mais en même temps, il y a des producteurs qui font leur travail et qui respectent les devis et qui proposent à France Télévisions des devis qui sont tout à fait raisonnables. Donc ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Il y a déjà une grande majorité de producteurs qui font leur travail très bien, très loyalement vis-à-vis de France Télévisions. Quand il y a des abus, il est tout à fait normal que le président de France Télévisions s'en inquiète, parce que c'est de l'argent public. Alors vous vous réjouissez, vous l'avez dit vous-même d'abord, de l'extension de la TNT dans notre pays, avec 6 nouvelles chaînes depuis hier. Toutes des chaînes gratuites, des documentaires, justement, là il y en aura, du sport, beaucoup de rediffusions quand même. Certains disent, et vous n'êtes pas exempt de reproches, parce que vous vous flattez d'une situation qui peut être catastrophique en raison de l'étroitesse du budget du marché publicitaire dans notre pays. Mais j'ai jamais dit que la situation pouvait être catastrophique. Non, mais certains le disent. Mais comme toujours en France, dès que quelqu'un prend une initiative, dès que quelqu'un crée, il est immédiatement critiqué. Je n'aime pas cet état d'esprit où les gens ont toujours peur d'une évolution, toujours peur du changement, se recroquevillent sur eux-mêmes. C'est surtout dans les périodes difficiles, précisément, qu'il faut créer, qu'il faut innover, qu'il faut prendre des initiatives. Oui, mais la part du gâteau publicitaire se réduit au moment où vous lancez 6 nouvelles chaînes. J'ai déjà entendu le même discours en 2005 lorsqu'on a lancé les 11 premières chaînes de la télévision numérique terrestre. Les 11 premières chaînes de la TNT, on a dit que ça sera un accident industriel. Les gens qui avaient pourtant postulé pour avoir ces chaînes disaient cela, et on s'aperçoit que toutes ces chaînes continuent de vivre. Elles ne survivent pas, elles vivent. Elles vivent. Et elle rassemble tous les soirs un téléspectateur sur 4. C'est bien que ça correspond à quelque chose. C'est beaucoup, bien sûr. Mais vous avez défendu il y a un instant l'ambition du service public de la télévision. Est-ce qu'avec ces chaînes supplémentaires, on ne fait pas de la télé au rabais? Pas du tout, parce que précisément ce sont des chaînes de complément, ils ont été qualifiés comme telles, ce sont des chaînes thématiques, des chaînes ciblées, des chaînes qui, avec des budgets de l'ordre de 30 à 40 millions d'euros, ce qui n'est pas considérable, peuvent faire des programmes de qualité. Chacune de ces chaînes, c'est même pas 1% de la totalité de la publicité à la télévision. Vous allez bientôt quitter vos fonctions, hein, Michel Boyon, à la tête du CSA, dans quelques semaines maintenant. Il y a déjà des noms qui circulent pour vous remplacer. Tiens, j'ai lu dans le Figaro ce matin, Catherine Trottmann, l'ancienne ministre socialiste de l'Agriculture. Qu'en pensez-vous? No comment, comme on dit en français. La décision ne vous appartient pas. Je n'ai rien à dire. Pour ce qui me concerne, je sais que depuis 6 ans que la loi actuelle dit que mon mandat s'achève à la fin du mois de janvier. Encore un mot sur France Télévisions et son PDG, Rémi Flimelin. Est-ce qu'il ne sera pas victime inéluctablement de son mode de désignation directement par Nicolas Sarkozy, directement par le chef de l'État? Si c'est cela, c'est bien triste. Parce que moi, je préférerais qu'on s'intéresse au vrai fond des choses, qui est de savoir s'il est un bon président ou s'il n'est pas un bon président. Et vous, votre verdict, votre jugement? Sur lui, c'est un bon président. Il mérite d'aller au bout de son mandat. Mais il ira jusqu'au bout de son d'accord, on ne mandat. sait jamais. Une dernière question. Vous êtes favorable, bien sûr, à une hausse de la redevance dont débat le Sénat, débat également à l'Assemblée nationale? J'y suis tout à fait favorable. Et d'ailleurs, ça ferait du bien. Les 2 € supplémentaires qui sont envisagés, ça m'irait bien. Très bien, merci. Mais si on allait jusqu'à 3 ou 4, je serais ravi, mais je crains que les Français ne le soient pas nécessairement. Ce sera 2, je pense, et François-Marc va nous le confirmer dans un instant. Merci Michel Boyon d'avoir été avec nous ce soir. François-Marc, donc le rapporteur général du budget au Sénat, est notre invité pour parler finances publiques, compétitivité également. Le Sénat qui cherche à améliorer le dispositif lancé par le gouvernement pour l'emploi, en allégeant notamment, vous le savez, les charges sur les entreprises. Mathilde Bélanger. C'est l'une des mesures phares du pacte de compétitivité et l'une des plus contestées au sein même de la majorité. Le crédit d'impôt aux entreprises devrait coûter 20 milliards d'euros par an à l'État. L'amendement adopté hier en commission des finances vise à modifier le mode de calcul de ce crédit d'impôt. L'objectif, alléger en priorité le coût des bas salaires. 3 milliards d'euros devraient être ainsi économisés. Ils seraient réinvestis dans le crédit impôt recherche, un dispositif qui profite avant tout à l'industrie.
À droite, on reconnaît une légère amélioration, mais on regrette surtout que le gouvernement n'ait pas opté pour une simple baisse des charges sur les entreprises. Si on avait allégé directement les charges, c'était quelque chose de tangible, de 4 à 6% sur la masse salariale versée par les entreprises à leurs salariés, et en parallèle, ça redistribuait du pouvoir d'achat aux salariés, ce qui me paraissait quelque chose de simple. Mais le drame en France, c'est qu'on cherche toujours à faire compliqué lorsque l'on pourrait faire simple. L'opposition se tourne désormais vers la Cour des comptes. Le sénateur centriste Jean Arthuis sollicite l'avis de son président Didier Migaud. Selon lui, le principe même du crédit d'impôt remboursé avec 1 an de décalage constitue une créance des entreprises sur l'État et un maquillage des comptes. François Marquet est donc avec nous. Bonsoir et merci d'être là. Un mot d'abord bien sûr sur la hausse de la redevance. Donc elle serait portée à 131 €, donc une hausse de 2 €. C'est ce sur quoi le Sénat s'était déjà mis d'accord lors du projet de loi de finances, et je crois que ça va être entériné au Parlement à l'Assemblée nationale. Oui, puisque aujourd'hui on le constate, de fait l'Assemblée nationale a le dernier mot, mais aujourd'hui plus que jamais, puisque vous êtes en charge d'un budget et malheureusement vous avez contre vous l'opposition communiste. On l'a vu encore au sein de votre commission lors de l'adoption d'un amendement visant à améliorer le système prévu pour le crédit impôt. C'est vrai qu'aujourd'hui, les temps sont difficiles et les efforts demandés à tous vont être importants. Et dans ce cas-là, on constate toujours qu'il est difficile pour les groupes politiques d'adhérer à ces programmes exigeants. Ce qui, au Sénat, conduit à plusieurs groupes à être réticents pour toutes les dispositions qui sont prévues dans le projet. On a vu des représentants de l'opposition, bien sûr, là, à l'instant dans le sujet, mais on pense aux communistes qui sont, vous l'estimez sans doute, vos alliés naturels. Est-ce que vous avez, vous, le rôle le plus difficile au Parlement pour faire avancer les projets du gouvernement? Eh bien, le rapporteur général au Sénat, qui est le rapporteur général au nom d'une majorité, doit constater aujourd'hui effectivement que certaines composantes de cette majorité font on va les nommer, on va dire que ce sont les communistes. Font défaut au moment du vote favorable. Donc moi je crois qu'il y a aujourd'hui une question simple. Est-ce qu'on veut redresser les finances publiques de notre pays? Si on est d'accord sur cet objectif, je crois qu'il faut accompagner le gouvernement dans cet effort. Je crois que les 3 composantes de la majorité suivent et souhaitent voter toutes ces dispositions. Par contre, effectivement, le groupe CRC, les communistes, pour l'instant, ont une option différente. Est-ce que vous êtes heurté d'entendre la droite et les communistes reprendre les mêmes arguments contre le matraquage fiscal des Français? Je crois que dans le débat au Sénat, les arguments ne sont pas les mêmes, justement. Il y a de la part de la droite qui a eu une incurie manifeste dans la gestion des finances publiques aujourd'hui, un certain culot, alors qu'on sait très bien que la gestion des recettes a été calamiteuse. Par contre, pour les communistes, aujourd'hui, la question posée, c'est surtout celle du pouvoir d'achat. Et comme c'est de tradition l'un de leurs thèmes politiques privilégiés, ils s'opposent pour cette raison-là. Et je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait convergence sur les arguments utilisés par les uns et les autres, mais le résultat est là. Et de fait, la majorité sénatoriale peine à réunir les voix nécessaires pour voter les projets gouvernementaux. Est-ce qu'on peut entendre leurs arguments, car on sait qu'une bonne partie du crédit d'impôt compétitivité sera financée par une hausse de la TVA? Le crédit impôt compétitivité nécessite qu'on ait bien à l'esprit la situation dramatique dans laquelle on est. Et je crois que tout le monde a en tête les résultats du rapport gallois. Tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui la France est en train de sombrer sur le plan de sa compétitivité. Donc ou bien on veut faire quelque chose et on essaie de s'en donner les moyens, ou bien on est prêt à laisser la France aller à volo. En ce qui concerne le gouvernement, il a su réagir avec promptitude suite à la publication du rapport gallois. Et pour notre part, vous disiez tout à l'heure que le CICE était contesté, il l'est sans doute à droite, peut-être aussi chez les communistes, mais en tout cas nous sommes très favorables à ce CICE qui est une exigence fondamentale. On ne peut pas redresser le pays si on n'améliore pas la compétitivité. Est-ce que vous avez d'ores et déjà chiffré un espoir de création d'emplois avec ce dispositif? Les créations d'emplois sont estimées à 300 000 emplois supplémentaires à horizon 2018, lorsque le dispositif aura trouvé sa pleine mesure, parce qu'il va monter en puissance progressivement. C'est ce que nous avons chiffré. Le gouvernement a annoncé ce chiffre, nous l'avons vérifié et nous sommes d'accord sur ce plan. Mais nous souhaitons aussi que ce dispositif puisse, dans sa mise en œuvre, apporter des réponses au niveau de la compétitivité dans les différents
différents secteurs et c'est sur ce terrain-là qu'il y a actuellement un certain nombre de discussions avec le gouvernement. La Banque de France a confirmé que la France allait connaître un dernier trimestre de récession. Est-ce que cela remet en cause tout l'échafaudage du budget pour 2013 et notamment la perspective de croissance qui a été retenue? Ce qui a été annoncé dans la loi de programmation financière, c'est que des corrections, si elles s'avéraient nécessaires, seraient opérées et que... elles seront sévères, il faut le redouter. Et que des moyens nouveaux seraient à mettre en œuvre pour respecter la trajectoire que nous avons retenue. La trajectoire est exigeante, François Hollande l'a dit, il faut que la France retrouve l'équilibre de ses finances publiques à horizon 2017. Donc il faut y arriver, il faut tout mettre en œuvre pour le faire et donc s'il faut corriger la trajectoire et trouver les recettes nécessaires, je pense que le gouvernement proposera des solutions appropriées. Mais vous pouvez lui suggérer peut-être certaines pistes. Vous parlez de recettes nécessaires toujours. Est-ce qu'on peut comprendre économie supplémentaire? Parce qu'on parle peu des économies budgétaires, on parle plus des recettes nouvelles. On parle des ressources nouvelles qui proviennent d'économies sur les dépenses et qui proviennent aussi de recettes nouvelles. N'oubliez pas que le financement du CICE dont nous parlons va faire appel certes à de la TVA, va faire appel à une fiscalité écologique, mais va aussi reposer pour la moitié sur des économies sur les dépenses. Oui, mais elles ne sont pas forcément bien expliquées pour l'instant, bien fléchées. Elles ne sont pas encore clairement identifiées parce que le gouvernement a réagi dans l'urgence pour offrir dès le 1er janvier 2013 aux entreprises une possibilité de connaître quelle était la nouvelle règle du jeu avec le CICE et le crédit d'impôt dont elles pouvaient bénéficier. Et la mise en œuvre de ce plan d'économie est annoncée pour l'exercice 2013. Bon, vous êtes clair, hein, net, là, il va falloir que les ministères se serrent encore plus la ceinture. Là, les choses sont claires. Il y a un certain nombre de programmes sur lesquels des économies devront être faites. Oui. C'est la condition nécessaire pour que l'équilibre recherché soit atteint. François Hollande nous a indiqué que les 80 milliards de déficit que la France connaît aujourd'hui et qui résultent d'une politique tout à fait néfaste de la majorité précédente vont reposer pour la moitié sur des recettes nouvelles et pour l'autre moitié sur des économies faites sur les dépenses. Donc il faut bien arriver à ce jeu conjoint recettes-dépenses. Alors il y a quelques instants, on va voir des images d'ailleurs, le sommet européen, le dernier de l'année consacré au renforcement de l'intégration européenne s'est ouvert à Bruxelles dans un climat plutôt positif puisqu'il y a eu un accord la nuit dernière sur la supervision bancaire de la zone euro. Et puis d'ailleurs le chef de l'État, François Hollande, a dit que c'était une bonne journée pour l'Europe. Mais dans le même temps, François-Marc, on a découvert que la contribution de la France au budget de l'Union allait être relevée en 2013 de 837 millions d'euros. Quand vous apprenez des nouvelles comme ça, vous avez l'impression qu'une fois de plus, le ciel vous tombe sur la tête? Le budget de l'Europe représente aujourd'hui 1% du PIB européen. Donc c'est dérisoire puisque le budget de l'Europe, c'est l'équivalent du déficit que connaissait la France en 2009. C'est quelque chose donc qui exige que chacun y contribue à la hauteur de ce budget assez modeste. Si on veut que les programmes actuellement développés pour la solidarité, l'agriculture ou le développement de l'Europe puissent trouver des moyens, il faut que le budget européen soit voté avec un peu d'augmentation. Chacun devra y contribuer. Voilà, et d'ailleurs la France réclame de nouveaux programmes d'investissement, des crédits d'intervention européens, mais en même temps, il faut payer plus. Il faut encore trouver là 837 millions d'économies. La France veut qu'il y ait de la croissance, qui est un nouvel axe de développement fondé sur de la croissance. L'Europe ne peut pas apporter de la croissance si elle n'a pas de moyens pour engager des actions nouvelles. Et c'est là où je crois il y a nécessité aujourd'hui à engager des moyens. L'investissement d'aujourd'hui crée les emplois de demain. Et pour avoir ces investissements d'aujourd'hui à l'échelle de l'Europe, il faut quelques moyens. Voilà, on a compris, vous le dites. D'ailleurs, vous-même, vous êtes un peu pris en tenaille entre la contrainte budgétaire extrême et puis l'opposition communiste ici au Sénat. C'est dur, hein? On est pris en tenaille, la situation est difficile. Le job n'est pas facile. Le job n'est pas facile, mais nous avons à cœur de créer pour notre jeunesse une situation qui soit demain améliorée par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Merci beaucoup François-Marc d'avoir été avec nous ce soir. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Pile et face, bonsoir à tous, à très vite. Il y a 2 ans, moi je suis venue, j'ai fait la traversée du Mont-Saint-Michel, je me suis régalée, je suis venue avec ma voiture et tout, là, celle-là, j'ai pu me garer, j'ai pu faire tout ça. Là vraiment, c'est la cata. Alors, pour ou contre les travaux du Mont-Saint-Michel?
Des touristes aux commerçants en passant par les riverains, les avis sont très partagés. Les gens pensent que on va sauver le Mont-Saint-Michel, mais on le sauve de quoi? Attention, grands travaux, le Mont-Saint-Michel, ce soir à 18h sur Public Sénat. J'ai invité cette semaine Françoise Hardy pour son roman L'amour fou et pour son disque L'amour fou. L'occasion de parler avec elle de ses chansons, de ce qu'elle écrit, de sa vision des sentiments, de son regard sur le paysage de la chanson française aujourd'hui. Jean-Marie Colombani prend le temps de la réflexion. Demain à 23h sur Public Sénat.